Bonjour à tous, nous voici encore à nouveau réunis ensemble pour continuer un peu le programme d'enseignement de quatrième année. Je vous propose aujourd'hui le cours de l'endocardite infectieuse. Pour rappel, ce cours est destiné au quatrième année module de cardiologie. Le cours sera disponible sur ma page Facebook, il sera toujours disponible en public sans aucun souci, disponible pour tout le monde, mais il faut signaler qu'il est destiné aux étudiants externes en médecine. Donc je tiens tout d'abord à vous remercier d'être présent et vous remercier pour l'ensemble de votre participation, vos commentaires. Donc comme vous le savez, on est en période Covid, donc on essaye de respecter le confinement tout en continuant le programme d'enseignement et de formation pour nos étudiants, nos externes, etc. Donc sans trop tarder, on aborde ensemble aujourd'hui le cours de l'endocardite infectieuse. Comme son nom l'indique, endocardite infectieuse, c'est-à-dire que c'est une infection qui va concerner l'endocarde, qui est la couche interne de la cavité cardiaque. Elle a été définie pour la première fois par Sir William Osler comme étant la colonisation de quoi? De l'endocarde. Quel endocarde? De l'endocarde plutôt valvulaire, donc la partie de l'endocarde qui va recouvrir les valves, plus rarement de l'endocarde pariétale, ce qu'on a rajouté nous dans cette définition, ou d'un matériel intracardiaque, c'est-à-dire que c'est probablement d'une prothèse ou autre, ou d'un matériel intracardiaque. Cette colonisation se fait par quoi? Elle se fait le plus souvent par un micro-organisme qui se trouve être une bactérie. Donc c'est la colonisation de l'endocarde, valvulaire ou plus rarement pariétale, par un micro-organisme qui se trouve être le plus souvent une bactérie. Ce n'est pas exclusivement des bactéries, il peut s'agir de champignons ou autres, mais c'est le plus fréquemment une bactérie. La fixation de cette bactérie à l'endocarde est facilitée par l'existence d'une lésion endothéliale et par l'existence de turbulences. Retenez ce mot turbulence et on le reverra par la suite. Quel est l'intérêt de la question? Il faut savoir que l'endocardite infectieuse est une pathologie rare. Les statistiques françaises donnent 20 cas par million d'habitants et par an en France. Dans 2 tiers des cas, elle concernerait plutôt des hommes. Les statistiques européennes donnent un âge moyen pour le sexe masculin de 70 à 75 ans, pour le sexe féminin 75 à 80 ans, et on marque un petit arrêt ici. On le verra au fil du cours que l'endocardite va se greffer sur une lésion valvulaire préexistante, le plus souvent sur une valvulopathie préexistante. Vous savez que la principale cause des valvulopathies dans les pays occidentaux, c'est plutôt les valvulopathies dégénératives. Donc elles apparaissent avec l'âge, c'est le vieillissement des valves qui donne ces maladies valvulaires. Et donc automatiquement, si le lit de l'endocardite est une valvulopathie dégénérative, l'endocardite apparaîtra chez des sujets plutôt âgés, ce qui explique un âge entre 70 et 80 ans pour l'âge moyen de l'endocardite en Europe. Les statistiques dans notre pays et dans les pays en voie de développement sont différentes. Vous savez que la principale cause de valvulopathie dans nos pays, on est toujours en transition épidémiologique, nous voyons de plus en plus de valvulopathie dégénérative, mais la principale cause de valvulopathie dans nos pays, comme j'allais le dire, est plutôt rhumatismale, qui apparaît à un âge beaucoup plus jeune. Je vous rappelle que le RAA apparaît entre 5 et 15 ans et qu'il faut entre 36 mois et 70 ans de RAA pour aboutir à une valvulopathie, mais en moyenne, dans nos pays et nos régions, il faut à peu près 30 à 40 ans de RAA pour faire une valvulopathie rhumatismale. Et donc, on va estimer globalement l'âge moyen de la valvulopathie rhumatismale dans le Maghreb aux alentours de 40-50 ans. Ce qui explique que dans nos statistiques à nous, l'endocardite apparaîtra à un âge beaucoup plus jeune que cet âge-là, elle apparaîtra aux alentours de l'âge de 50 ans. Dans notre service, on a effectué des statistiques, on a retrouvé un âge moyen pour le sexe masculin à 52 ans, plus ou moins quelques années, et un âge moyen d'endocardite pour le sexe féminin aux alentours de 54 ans, et je viens de vous expliquer cette différence dans les tranches d'âge. Après, ce qui fait vraiment l'intérêt de l'endocardite, c'est plutôt la mortalité qui va se greffer sur cette endocardite, quelle que soit la qualité de la prise en charge des patients. Une endocardite sur une valve native, c'est-à-dire la valve même du patient qui n'a pas été opérée, est greffée d'une mortalité de 20%. C'est-à-dire, quelle que soit la qualité de la prise en charge, 20% des patients vont décéder de cette endocardite. Si c'est une prothèse valvulaire, c'est-à-dire que le patient a été opéré, on va scinder ces 2 patients en 2 populations, on verra ça tout à l'heure. Les patients qui ont été opérés depuis moins d'1 année, on parle d'endocardite précoce par rapport à la date du remplacement valvulaire, et à ce moment-là, on estime que c'est plutôt des germes nosocomiaux qui sont potentiellement dangereux, hautement résistants aux antibiotiques, et la mortalité dans ces situations-là avoisine les 50%. Un patient sur 2 va mourir, quelle que soit la qualité de la prise en charge.
Si c'est une intervention effectuée depuis plus d'une année, on parlera d'endocardite tardive sur prothèse. Et à ce moment-là, on estime que c'est les germes communautaires et la mortalité rejoint la mortalité des patients non opérés. Elle est aux alentours de 20%. Et donc, c'est cette mortalité élevée qui fait l'intérêt de la question, l'intérêt d'étudier l'endocardite infectieuse. On le verra au fil du cours. C'est des patients qui sont potentiellement identifiables, les patients qui sont à risque d'endocardite. Et puis, c'est des situations de contamination qui sont identifiables aussi chez ces patients. Et par conséquent, c'est des patients qui vont se prêter facilement à une prophylaxie, à une prévention de l'endocardite infectieuse. D'où l'intérêt de la question et d'où le rôle de tout médecin, c'est de faire de la prévention de cette endocardite qui est potentiellement destructrice. Elle a une mortalité spectaculaire, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, si on devait parler un peu de physiopathologie, pour faire une endocardite infectieuse, on a dit qu'il nous fallait une lésion endothéliale et des turbulences. Donc je vous dis en général, en hiver, vous vous couvrez par une couverture. Le rôle de cette couverture, c'est de vous protéger du froid. Si cette couverture est percée, la partie de votre corps en regard de ce trou va ressentir le froid. Et donc pour pouvoir faire une endocardite, l'endothélium qui est la couche cellulaire la plus interne de l'endocarde, donc l'endocarde est fait d'un endothélium et d'un tissu sous-endothélial. L'endothélium est fait de cellules endothéliales collées les unes aux autres par des desmosomes. Et donc pour que le germe puisse rentrer dans l'endocarde, il faut une lésion de cet endothélium. Cette lésion peut être microscopique, la valve peut fonctionner normalement, comme elle peut être macroscopique, et à ce moment-là, la valve dysfonctionne, c'est les fameuses valvulopathies. Dans tous les cas, impérativement, il nous faut une lésion endothéliale. Si je prends une espèce de couverture ou de rideau ou de drap et que je le tends par ces quatre parties, que je réalise une petite déchirure qui va ressembler à cette fameuse lésion endothéliale. Et que je vais exposer ce drap tendu avec une petite déchirure au milieu à deux types de tuyaux. Le premier tuyau, c'est le petit tuyau d'arrosage que vous utilisez dans le jardin, qui a un faible débit. Et puis on reprend toujours ce même drap qui est tendu avec une déchirure au milieu et je l'expose à un gros tuyau des pompiers, un tuyau Karcher ou un tuyau de lavage auto, etc. qui présente une forte pression. Vous vous doutez facilement que plus la pression de l'eau qui va taper contre ce rideau est importante, plus la déchirure va s'aggraver sous l'effet de ce jet d'eau qui est important. C'est ce qu'on appelle des turbulences. Donc, pour faire de l'endocardite infectieuse, il faut une lésion de l'endothélium. En plus de cette lésion, il faut des turbulences. Les turbulences, on va le voir, c'est les dysfonctions des valves qui vont faire que le sang SANG, le sang va s'accélérer à l'intérieur du cœur. Il va taper contre cet endothélium avec une force très importante, plus importante que d'habitude, et il va par conséquent aggraver la déchirure. En aggravant la déchirure, il va mettre à nu le tissu sous-endothélial qui est riche en facteurs activateurs de l'agrégation plaquettaire. Les plaquettes vont venir coller sur cette déchirure pour essayer de la colmater et réaliser ce qu'on appelle une endocardite thrombotique non bactérienne. On n'a pas encore de bactéries, il s'agit d'une espèce de caillot de sang, de thrombus, de clou plaquettaire, de thrombus blanc qui obstrue partiellement cette déchirure. La fibrine va s'associer à ces plaquettes et ça se transforme en vrai thrombus rouge sur la surface de la valve. On a dit que c'était souvent l'endothélium de la valve qui était lésé, donc ça va coller, c'est une espèce de thrombus qui va coller sur cette déchirure endothéliale. En contrepartie, notre peau et nos muqueuses sont censées protéger le corps interne de la pénétration des germes. En cas de lésion de cette peau ou de ces différentes muqueuses, les bactéries rentrent, nagent dans le sang, réalisant ce qu'on appelle une bactériémie. Ces bactéries qui nagent dans le sang finissent par rentrer dans le sang et rencontrer ce thrombus qui représente un véritable nid, comme le nid des oiseaux. Ces bactéries vont coloniser ce thrombus. Ce thrombus s'appellera alors végétation et cette endocardite thrombotique non bactérienne se transformera en endocardite bactérienne ou endocardite infectieuse. On arrivera à un moment donné où, à l'intérieur du cœur, il y a une espèce de thrombus qui est colonisé par des bactéries situées à l'intérieur d'un organe pompe. Il y aura des conséquences locales, cette infection va délabrer la valve, va s'étendre progressivement vers les autres couches du cœur en touchant le myocarde et le péricarde, c'est ce qu'on appelle les conséquences locales de l'endocardite infectieuse, mais aussi, étant situé dans un organe pompe, le cœur va pomper du sang infecté.
il va soit pomper des micro-organismes, donc il va disséminer l'infection au niveau des différents organes, donc on aura des foyers d'absédation secondaire, soit que ce sera des fragments de cette végétation qui vont se détacher, migrer avec le flux sanguin, et puis emboliser et s'enclaver dans une artère qui est petite, qui ne permet pas leur passage plus distal que ça, et donc ça va donner des accidents ischémiques, des infarctus, des infarcissements, des nécroses. C'est ce qu'on appelle les métastases septiques ou les conséquences générales de l'endocardite infectieuse. Donc on est parti d'une lésion de l'endothélium, et on verra tout à l'heure pourquoi on a une lésion de l'endothélium, plus turbulence, on verra pourquoi on a ces fameuses turbulences, lésion de l'endothélium et turbulence, la déchirure s'aggrave, activation des plaquettes et de la fibrine, formation d'un thrombus. Le thrombus va être rencontré par des bactéries qui nagent dans le sang, bactériémie, colonisant ainsi le thrombus, il s'appellera végétation, c'est une endocardite infectieuse. Extension vers les autres couches, donc délabrement de la valve, extension vers le myocarde et le péricarde, et puis extension générale par métastase, microscopique absédation, macroscopique ischémie, nécrose, et on reverra tout ça. Ensuite, je vous l'avais dit au départ, les patients qui sont à risque de faire de l'endocardite infectieuse sont connus. On estime que dans 50% des cas, l'endocardite infectieuse survient sans cardiopathie connue. Soit que le cœur du patient n'était pas malade, il s'agissait plutôt d'une lésion microscopique endothéliale qui ne donnait pas de dysfonction valvulaire, soit qu'il y avait une authentique valvulopathie, mais qui n'a pas été diagnostiquée. Le patient était polysymptomatique. Dans 15 à 35% des cas, il s'agit d'une cardiopathie connue, et à ce moment-là, c'est un problème de prévention, et on verra ça à la fin du cours. Et puis dans 15 à 35% des cas, pire, c'est une cardiopathie opérée. Et donc on avait scindé en introduction et plutôt dans l'épidémiologie les cardiopathies opérées en deux formes, la précoce depuis moins d'une année et la tardive depuis plus d'une année. On va voir quelles sont ces cardiopathies qui sont à risque de faire de l'endocardite infectieuse. Qui dit cardiopathie à risque d'endocardite infectieuse, ça sous-entend quelles sont les cardiopathies qui contiennent des lésions endothéliales et des turbulences, et donc quelles sont les cardiopathies où il y a un thrombus dans l'endocarde, où il y a une endocardite thrombotique non bactérienne. Ces cardiopathies seront classées en cardiopathie à haut risque, à risque intermédiaire et à faible risque. On classera dans le haut risque tout patient ayant déjà fait, ayant un antécédent d'endocardite infectieuse. Si on a déjà fait une endocardite infectieuse, à la fin du traitement antibiotique, il n'y a plus de bactéries, mais il persistera un thrombus qui sera sujet à une nouvelle colonisation s'il y a une nouvelle bactérie. Tous les patients porteurs de prothèses, la prothèse étant un matériel exogène, elle sera sujette à l'infection. Et puis tous les patients porteurs d'une cardiopathie congénitale cyanogène, et on va expliquer ça tout de suite. Dans le risque intermédiaire, on mettra les cardiopathies congénitales non cyanogènes, sauf la communication interauriculaire qu'on va mettre dans le faible risque. On mettra les valvulopathies, on mettra la CMH avec gradient, on mettra le prolapsus de la valve mitrale avec fuite, et on mettra la bicuspidie aortique. Je vais commencer d'abord par vous expliquer les cardiopathies congénitales. Si on devait prendre la cardiopathie congénitale la plus simple, on va dire la communication interventriculaire. Question, est-ce que la communication interventriculaire est cyanogène ou pas? Dit comme ça, en théorie, elle n'est pas cyanogène. Pour rappel, la cyanose, coloration bleue de la peau et des téguments, représente une augmentation du taux de CO2 dans le sang et non pas une baisse de l'oxygène. Elle traduit un taux de carboxyhémoglobine supérieur à 5 grammes par décilitre. Si je prends un cœur expérimental, je réalise une perforation du septum interventriculaire. Logiquement, vu que le ventricule gauche est plus fort que le ventricule droit, le sang passera de la gauche vers la droite. Il n'y aura pas d'enrichissement en CO2 du sang, parce que tout passera dans les poumons pour être épuré. Et donc la CIV, la communication interventriculaire, n'est pas cyanogène. Pour qu'elle devienne cyanogène, il nous faut une hyperpression dans le ventricule droit qui va faire en sorte que la pression du ventricule droit soit plus élevée que celle du ventricule gauche, et c'est lui qui va pomper le sang dans le ventricule gauche, donc une partie du sang mêlé, donc une partie du sang qui contient du CO2 va chanter les poumons, il ne passera pas dans les poumons, il passera d'emblée à gauche, et il va enrichir la circulation gauche avec du CO2, transformant cette CIV non cyanogène en CIV cyanogène. Donc, pour devenir cyanogène, la communication interventriculaire doit comporter un élément de plus qui va créer une hyperpression du VD. Quel est cet élément en plus? On peut le réaliser sur notre cœur expérimental en obstruant partiellement la valve pulmonaire.
la porte de sortie du ventricule droit étant partiellement obstruée, la pression du VD va augmenter, elle deviendra supérieure à celle du VG et le shunt va s'inverser, le sang passera de la droite vers la gauche, il y aura un enrichissement en CO2 et la CIV deviendra cyanogène. Dans l'ensemble, pour qu'une cardiopathie congénitale donnée puisse devenir cyanogène, il faut un obstacle sur la circulation pulmonaire. Ça sous-entend, je reprends le tuyau d'arrosage de tout à l'heure, je vais le boucher partiellement, obstacle partiel, l'eau qui coule du tuyau va couler avec plus de turbulence. Et c'est le mot qu'on va utiliser durant le cours de l'endocardie. Ça sous-entend que la cardiopathie congénitale cyanogène contient plus de turbulence que son équivalent non cyanogène. L'exemple qu'on a pris, c'était la CIV. Vous pouvez prendre n'importe quelle cardiopathie congénitale. Pour qu'elle devienne cyanogène, il nous faut un obstacle en plus sur la circulation droite. Cet obstacle va apporter plus de turbulence. S'il apporte plus de turbulence, le risque d'endocardite infectieuse sera plus important. Donc, dans le haut risque, on mettra tous les patients qui ont déjà fait une endocardite infectieuse, on mettra les patients porteurs de prothèses et on mettra les cardiopathies congénitales cyanogènes. Dans le risque intermédiaire, on mettra les cardiopathies congénitales non cyanogènes sauf la CIA. Vous avez compris pourquoi la CIA, communication interauriculaire. Si je perce le septum interauriculaire, le sang va passer entre les oreillettes à faible pression. Les oreillettes sont des cavités à faible pression. Les turbulences seront faibles et donc la CIA sera à faible risque d'endocardite infectieuse. Les valvulopathies, et on va le voir immédiatement sur les diapositives qui suivent, seront classées dans le risque intermédiaire d'endocardite infectieuse. La cardiomyopathie hypertrophique, et je vais vous le montrer sur la diapositive qui va suivre, les valvulopathies avec gradient contiendra des turbulences, alors que la CRMH sans gradient ne contient pas de turbulences. Le prolapsus de la valve mitrale, s'il est associé à une fuite, aura un risque intermédiaire de turbulence. S'il n'y a pas de fuite, c'est-à-dire que la valve prolabe un peu, mais elle ne s'ouvre pas, donc il n'y a pas de turbulence, donc le risque d'endocardite sera faible. Et la bicuspidie aortique, on estime que l'orifice aortique est censé avoir 3 sachets, 3 cusps. S'il n'y a que 2 sachets, l'orifice final d'ouverture sera restreint et donc le sang qui sort de la valve aortique, c'est comme si on le bouchait partiellement avec le doigt et donc il y aura des turbulences. Ces turbulences donneront un risque intermédiaire d'endocardite infectieuse. On mettra, et je vais revenir sur la CMH et les valvulopathies, on mettra dans le faible risque la CIA, on a dit parce qu'il n'y avait pas de turbulence, le rétrécissement mitral parce que c'est une valve qui ne s'ouvre pas bien, mais c'est en diastole. En diastole, le sang qui passe de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche trouvera un doigt qui bouge partiellement le tuyau d'arrosage, mais ce passage se fait au dépend de la pression de l'oreillette gauche qui est faible, donc les turbulences seront faibles, les cardiomyopathies hypertrophiques sans gradient, le prolapsus de la valve mitrale sans fuite, parce qu'il n'y a pas de turbulence sur la valve, et puis toutes les autres pathologies où il n'y a pas d'atteinte de l'endocarde, comme la cardiopathie ischémique, où c'est plutôt le myocarde qui est touché, le pontage, l'angioplastie et toutes les autres pathologies, les péricardites, etc. Toutes les pathologies où l'endocarde n'est pas concerné par la maladie, l'endocarde étant intact, il n'y a pas de lésion de l'endothélium de cet endocarde et par conséquent, il n'y a pas de pénétration du germe, l'endothélium étant intact, il va s'opposer à la pénétration du germe. Ces situations-là seront considérées comme à faible risque d'endocardite infectieuse. Si on devait commencer par expliquer les valvulopathies, vous savez globalement qu'il y a plus de turbulence, il y a plus de pression sur la valve aortique comparé à la valve mitrale. Donc il y aura un risque plus élevé d'endocardite aortique que d'endocardite mitrale. Si on devait prendre la valve mitrale en premier, le rétrécissement mitral, c'est une valve mitrale qui au moment où elle est censée être complètement ouverte, elle ne s'ouvre pas bien, ça se passe en diastole. Donc en diastole, le sang qui passe de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche subira un obstacle. Cet obstacle va générer des turbulences qui se font grâce, ou là à cause si vous voulez, du gradient de pression OG-VG. C'est un gradient de pression faible, les turbulences seront faibles. C'est comme si vous ouvriez le tuyau d'arrosage à peine, vous le bouchez partiellement avec le doigt. Les turbulences qui vont se créer parce que la valve n'est pas ouverte complètement, ça sera des turbulences faibles. Donc le rétrécissement mitral comprend des turbulences diastoliques faibles. Au moment de la systole, la valve mitrale étant parfaitement étanche, elle se ferme complètement et donc le sang ne passe plus à travers la valve mitrale. En systole, il n'y a pas de turbulence. Donc le rétrécissement mitral contient des turbulences qui sont uniquement diastoliques et qui sont faibles. Donc il est à faible risque d'endocardite infectieuse, ce qui explique qu'on l'avait mis dans la 3e case
du risque d'endocardite infectieuse. L'insuffisance mitrale, quant à elle, est un orifice qui, au moment où il est censé être parfaitement fermé, il ne ferme pas bien, c'est en systole. En systole, la valve mitrale ne ferme pas complètement, le sang est poussé par le ventricule gauche et il refoule dans l'oreillette gauche. Il est poussé par le ventricule gauche, mes amis. Le ventricule gauche est puissant, donc il va générer des turbulences importantes sur cette valve mitrale. Ensuite, en diastole, si c'est une insuffisance mitrale chronique, la valve mitrale a reçu plus de sang que d'habitude. Et donc en diastole, même si la valve est parfaitement ouverte, s'il n'y a pas de rétrécissement mitral associé à cette fuite mitrale, la valve étant parfaitement ouverte, il y a plus de sang que d'habitude qui va traverser. Donc c'est votre tuyau d'arrosage que vous ne bouchez pas avec le doigt, mais vous allez ouvrir sa valve au maximum. Donc dans l'insuffisance mitrale, il y a des turbulences systoliques créées par le ventricule gauche, mais aussi diastoliques créées par l'augmentation du volume sanguin à l'intérieur de l'oreillette gauche. Et donc dans l'insuffisance mitrale, les turbulences sont systolo-diastoliques. Il y a plus de risque d'endocardite infectieuse sur une insuffisance mitrale que sur un rétrécissement mitral. On a clôturé l'orifice mitral. Si on devait passer ensuite à l'orifice aortique, dans une insuffisance aortique, sinon on commence par le rétrécissement aortique, excusez-moi, dans un rétrécissement aortique, c'est une valve aortique qui, au moment où elle est censée être complètement ouverte pour laisser le sang sortir du VG vers l'aorte, elle ne s'ouvre pas bien, elle reste partiellement ouverte, votre valve est ouverte bien, votre tuyau d'arrosage, vous le bouchez partiellement avec le doigt, vous aurez des turbulences systoliques créées par le ventricule gauche. Sur un rétrécissement aortique, les turbulences sont systoliques créées par le ventricule gauche. En diastole, la valve aortique est étanche, elle se ferme complètement, il n'y a plus de sang SANG qui traverse la valve aortique et à ce moment-là, il n'y a pas de turbulence en diastole. Le rétrécissement aortique contient des turbulences uniquement systoliques créées par la force du ventricule gauche qui est puissant. Qu'est-ce qui se passe dans une insuffisance aortique? C'est un orifice qui, au moment où il est censé être complètement fermé, il ne se ferme pas bien. Il ne se ferme pas bien en diastole. En diastole, l'élastique de l'aorte qui revient à sa place suite à la poussée du ventricule gauche va refouler le sang dans le ventricule gauche et il va créer cette fameuse insuffisance aortique. Donc, dans l'insuffisance aortique, les turbulences sont diastoliques créées par l'élastique de l'aorte. Moins fort que le ventricule gauche, mais plus fort que l'oreillette gauche. Donc déjà, vous situez le niveau de turbulence plus que le rétrécissement mitral, mais un peu moins que ce qui se crée par le ventricule gauche. Par contre, dans l'insuffisance aortique, qu'est-ce qui va se passer durant la systole suivante? Le ventricule gauche a reçu le sang qui lui est revenu de l'aorte, mais aussi celui qui lui vient par l'oreillette gauche. Donc il aura plus de sang à fournir. Ce surplus de sang qu'il devra fournir devra traverser un orifice qui est normal, qui n'est pas plus ouvert que d'habitude, il est ouvert juste normalement. Et donc il se créera aussi des turbulences liées à l'hyperdébit en systole. Donc dans l'insuffisance aortique, les turbulences seront diastoliques créées par l'élastique de l'aorte, mais aussi systoliques créées par la force du ventricule gauche et l'hyperdébit, l'augmentation du volume sanguin dans le ventricule gauche. Les turbulences seront systolo-diastoliques. Et donc, il y aura plus de risque d'endocardite infectieuse dans l'insuffisance aortique que dans le rétrécissement aortique. Voilà ce que j'avais à vous raconter par rapport aux valvulopathies. Donc toujours dans le cadre de ces pathologies à risque d'endocardite infectieuse, je vous avais parlé de la CMH, la cardiomyopathie hypertrophique avec gradient, qui est considérée à risque intermédiaire d'endocardite infectieuse, alors que la CMH, cardiomyopathie hypertrophique sans gradient, est considérée à bas risque d'endocardite infectieuse. C'est quoi d'abord la CMH? La cardiomyopathie hypertrophique est une maladie génétique où il y a une mutation sur les gènes qui codent pour les protéines du sarcomère. Globalement, ça aboutit à une désorganisation des myocytes et puis à une désorganisation à l'intérieur des myocytes des fameuses fibres actine et myosine qui font que les myocytes se contractent trop parfaitement, se relâchent mal, ça sollicite la masse musculaire et ça fait épaissir le ventricule gauche. Cet épaississement du ventricule gauche peut siéger au niveau de la chambre de chasse, comme on le voit à ce niveau-là. À ce niveau-là, si l'épaississement siège à cet endroit-là, il va séparer le ventricule gauche en deux chambres, comme une espèce de sablier. La première chambre, c'est la chambre d'admission,
l'étranglement du sablier, là, donc vous connaissez tous le sablier, l'étranglement du sablier est représenté par l'épaississement du septum et la valve mitrale, et puis la partie haute du sablier est limitée par la valve aortique à ce niveau-là. Il y a une contraction du ventricule gauche, donc une hyperpression à ce niveau-là, alors que cette partie est protégée de la pression par le rétrécissement qui existe à ce niveau-là. C'est comme si je bouchais avec mon doigt le tuyau d'arrosage, le sang va s'accélérer à ce niveau-là et taper contre la valve aortique avec une certaine force. Créer ce qu'on appelle une lésion du G, créer ce qu'on appelle une endocardite thrombotique non bactérienne. Cette endocardite thrombotique non bactérienne sera sujette à une infection s'il y a une bactérie. C'est pour ça qu'une CMH avec gradient contient un risque d'endocardite infectieuse. Cet épaississement peut siéger à ce niveau-là. Il ne sépare pas le ventricule gauche en deux chambres, il ne crée pas de gradient et donc le sang s'écoule normalement. En s'écoulant normalement, il tape normalement contre la valve aortique, il ne crée pas de lésion du G et donc il n'y a pas de turbulence et il n'y a pas de risque d'endocardite infectieuse. Donc CMH avec gradient, risque intermédiaire d'endocardite infectieuse, CMH sans gradient, pas de risque d'endocardite infectieuse. Ensuite, après avoir vu quelles sont les pathologies à risque d'endocardite infectieuse, ça sous-entend quelles sont les pathologies où il y a un risque plus important d'endocardite thrombotique non bactérienne, entre parenthèses, où est-ce qu'il y a plus de lésions endothéliales et de turbulences, ça sous-entend ça, on va voir comment le germe va faire pour rentrer dans l'organisme. Donc il y a en fait 5 portes d'entrée reconnues. Vous avez principalement la porte d'entrée bucco-dentaire, la porte d'entrée respiratoire, la porte d'entrée gastro-intestinale, urogénitale et cutanée. Et au final, c'est tout le corps qui peut représenter une porte d'entrée. Ça, vous voyez que c'est tiré des recommandations européennes en matière d'endocardite infectieuse 2015. On estime que seule la porte d'entrée dentaire, quand c'est des gestes profonds où il y a un saignement de la muqueuse, etc., peuvent représenter un risque d'endocardite infectieuse. Les autres portes d'entrée dans les recommandations européennes ne sont plus considérées comme des portes d'entrée infectantes qui peuvent apporter du germe. Nous n'avons pas d'études strictes dans nos régions et donc nous préférons, pour notre pratique quotidienne, considérer ces 5 portes d'entrée. Exception faite, comme je vous avais parlé en introduction, de l'endocardite sur valve précoce, sur prothèse précoce. Quand c'est une prothèse qui a été implantée depuis moins d'une année et que le patient fait une endocardite infectieuse, on pense que c'est plutôt un germe qui a été inoculé durant l'intervention. Et donc on pense à un germe nosocomial. On pense à ce moment-là que la porte d'entrée s'est faite soit pendant l'intervention, pendant le geste chirurgical, ou lors de la réanimation post-opératoire. Et donc dans ces situations-là, le risque potentiel, et on a vu que la mortalité était beaucoup plus élevée, le risque potentiel, c'est qu'on est face à des germes potentiellement nosocomiaux et potentiellement hautement résistants qui vont créer d'énormes dégâts et qui vont résister aux antibiotiques. Et donc, l'endocardite sur prothèse précoce a une porte d'entrée différente. On estime que c'est une porte d'entrée opératoire, soit péropératoire immédiate, soit lors de la réanimation post-opératoire. Quels sont maintenant ces micro-organismes qui pénètrent et qui provoquent ces dégâts? On citera en premier lieu les streptocoques, dans 60% des cas, et c'est surtout les streptocoques oraux, suivi par le staphylocoque dans 30% des cas, suivi par les bactéries du groupe HACEK, H-A-C-E-K. Bon, pour chaque lettre, il y a un germe, Haemophilus, Actinobacillus, ou plutôt Actinobacillus, Cardiobacterium, Echinella et Kingella. Ce sont des germes à culture lente, on les regroupe sous ce nom-là parce qu'ils tardent à apparaître sur l'hémoculture, et on verra l'impact quand on demandera de l'hémoculture à notre laboratoire. Vous avez ensuite les germes à culture intracellulaire stricte, où il n'y aura pas d'hémoculture positive, on cherchera l'empreinte sérologique de ces germes, et puis tous les autres germes communautaires qu'on peut rencontrer, donc Brucella, Listeria, Neisseria, Moraxella, etc. Ce sont les germes communautaires qu'on peut rencontrer dans le milieu externe et qui peuvent pénétrer et provoquer cette endocardite bactérienne, ou plutôt cette endocardite infectieuse. À côté des bactéries, on peut rencontrer aussi les champignons, les levures, comme le Candida albicans, ou bien le filament, le mycélium, comme l'Aspergillus. Voici globalement donc l'éventail de germes qui peuvent donner une endocardite infectieuse. Donc on a vu en introduction la définition de William Osler, colonisation de l'endocarde valvulaire plus rarement pariétale ou d'un matériel prothétique intracardiaque par un micro-organisme qui se trouve être le plus souvent une bactérie.
On a vu l'intérêt de cette question qui est la mortalité qui se greffe sur cette endocardite infectieuse. En physiopathologie, on a dit qu'il nous fallait une lésion endothéliale et des turbulences. Ça va donner un thrombus sur l'endothélium, ça va donner une endocardite thrombotique non bactérienne. En parallèle, une lésion de la peau et des muqueuses, bactériémie. Les deux se rencontrent, ça s'infecte, ça se transforme en végétation qui aura des conséquences locales et puis générales. On a vu ensuite quelles sont les cardiopathies à risque d'endocardite infectieuse et au final quelles sont les cardiopathies où il y a un risque d'endocardite thrombotique non bactérienne. On a vu quelles sont les portes d'entrée des germes et on a vu quels sont les germes qui donnent cette endocardite infectieuse. On va voir ensuite que va provoquer ce germe comme lésion anatomopathologique. En se calquant sur la définition de William Osler, on va décrire les lésions orificielles et puis les lésions pariétales. Dans les lésions orificielles, on peut avoir soit une valve native, soit une prothèse. Sur la valve native, on a deux éléments, soit la végétation, on a vu tout à l'heure que la végétation, c'était un amas cruorique, donc c'était un thrombus qui engaine une colonie bactérienne. L'ulcération, quant à elle, est une perte de substance, déchirure, perforation, etc. Elle est liée à un certain nombre d'éléments. On estime qu'elle peut être due soit aux enzymes protéolytiques des macrophages. Le macrophage, quand il est appelé au site de l'infection, il va libérer des enzymes protéolytiques pour détruire la bactérie, mais il détruira aussi la texture de la valve. On pense aussi que c'est le rôle de certaines toxines bactériennes, par leur effet toxique, elles détruisent la texture de la valve, ou bien le rôle bactéricide de certains antibiotiques qui peuvent léser l'architecture de la valve, la fragiliser. Sous l'effet de la poussée sanguine intracardiaque, cette valve fragilisée finit par se rompre, se déchirer ou se perforer. Ensuite, l'orifice peut être une prothèse. Si cette prothèse est une bioprothèse, donc qu'elle soit porcine ou en péricarde de cheval, de vache, etc., c'est un élément biologique, donc il peut faire l'objet d'une colonisation bactérienne exactement comme la valve native. Donc sur une bioprothèse, on peut avoir une ulcération et une végétation. Par contre, quand c'est une prothèse mécanique, on estime que l'élément mobile dans la prothèse mécanique est un alliage de carbone, est un élément, si vous voulez, métallique. Il ne peut pas faire l'objet d'une greffe bactérienne. Le talon d'Achille d'une prothèse, je vais vous montrer et je reviendrai sur la diapositive, le talon d'Achille d'une prothèse mécanique, c'est cette collerette d'insertion où le chirurgien va mettre son fil de suture pour mettre cette prothèse mécanique en place. L'infection va bouffer les points de suture de la valve ici et désinsérer partiellement la valve, comme on peut le voir sur cette image. Donc, le chirurgien fait passer une spatule derrière la valve pour nous montrer qu'il y a déhiscence, qu'il y a un trou à ce niveau-là. Ce trou va être comblé par un thrombus et le thrombus sera colonisé secondairement par la bactérie. Donc l'élément mobile ne peut être le siège d'une colonisation bactérienne, c'est plutôt la collerette d'insertion qui va être touchée avec désinsertion partielle de la prothèse, thrombose et puis colonisation secondaire de ce thrombus. Dans l'endocardite native ou dans la bioprothèse, le germe rentre, trouve le thrombus et va se greffer dessus. Dans la prothèse mécanique, le germe rentre, désinsère la prothèse, fabrique son propre thrombus pour le coloniser par la suite. Voici quelques images au fait de lésions anatomopathologiques. Donc là, on voit une valve aortique. Le chirurgien tire un petit peu sur les feuillets pour nous montrer une végétation sur cette valve aortique. Ça, c'est une bioprothèse en place. On voit le fil de suture avec une végétation sur cette bioprothèse. Ici, vous avez une valve mitrale avec une grosse perforation, ulcération de cette valve mitrale. Ici aussi, c'est une valve mitrale avec les piliers ici qu'on voit et d'énormes choux-fleurs sous la valve mitrale. Ce sont des végétations de la valve mitrale. Là, on en avait parlé, c'est une prothèse mécanique qui est en place. Le chirurgien nous montre qu'elle est désinsérée. Et ça, c'est une prothèse mécanique qui a été retirée, elle est mise sur une compresse. Et on voit ce volumineux thrombus qui est infecté. L'anatomopathologie a confirmé l'existence de germes au niveau de ce thrombus. Ici, je vous ai mis le panel de type de chirurgie qu'on peut réaliser. Vous avez l'annuloplastie. Plastie, ça veut dire réparation. On a réparé la valve à ce niveau-là. On a rajouté un anneau. Le chirurgien peut faire de l'annuloplastie. Il conserve la valve du patient. Il la répare seulement. Il peut placer une bioprothèse. Il peut placer une prothèse mécanique. Et puis les cardiologues actuellement, ce qu'on fait nous, ce qu'on a réalisé dans notre service, on est à quelques implantations quand même, ce qu'on appelle les endoprothèses ou le TAVI qui est destiné à la valve aortique. Puis il y a des techniques de plus en plus pour toucher des prothèses déjà implantées, des bioprothèses déjà implantées. Donc c'est une espèce de stent
qui contient à l'intérieur une valve biologique. On largue le stent au niveau de l'anneau de la valve native, on écrase la valve native et on libère ce matériel biologique à l'intérieur. Il reste collé dans le stent et il permet de réaliser un remplacement sans ouvrir la cage thoracique du patient. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est une bioprothèse qui est sujette aussi à une colonisation bactérienne, exactement comme les bioprothèses sujettes à une endocardite infectieuse. Donc, comme je l'ai dit, on va suivre la définition de William Osler. Colonisation de l'endocarde valvulaire ou plus rarement pariétale. Donc, allons-y voir les lésions pariétales. Retenez une chose, pour que le germe rentre et décide de sa tête d'aller se fixer immédiatement sur la paroi, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. On a plutôt des greffes secondaires, c'est-à-dire que le germe est collé par exemple sur une sonde de pacemaker et de là il va se disséminer sur la paroi. Ou bien le germe est collé sur la valve aortique, il crée une fuite aortique, le sang qui reflue de l'aorte caresse la valve et retire quelques germes de cette végétation, va taper contre le septum ici et va ensemencer le germe sur le septum. C'est une greffe secondaire et c'est une greffe bactérienne secondaire. Et donc pour que le germe rentre et se fixe d'emblée sur la paroi, j'ai dit que c'était rare, deux situations, soit les communications interventriculaires congénitales, soit les septicopioémies aspergillaires chez les immunodéprimés. Ce sont les seules situations où le germe rentre et se place immédiatement dans la paroi sans toucher la valve, sans toucher une autre structure avant la paroi. En contrepartie, l'endocardite secondaire se voit, elle est plus fréquente que l'endocardite primitive et je vous ai parlé de ces deux exemples, la fuite aortique par végétation où le sang qui reflue dans le VG caresse la végétation, retire du germe et l'ensemence sur le septum, et puis les sondes de pacemaker qui peuvent s'infecter et disséminer l'infection vers la paroi. Ensuite, quelles sont les complications? Toujours dans l'anatomopathologie, ces complications peuvent être cardiaques. On avait parlé de l'extension vers le myocarde qui peut donner soit des abcès myocardiques, soit de la myocardite, ou bien vers le péricarde, donnant ainsi des péricardites. Et les extensions extracardiaques, je vous avais parlé des deux mécanismes, soit microscopique qui va donner des infections dans les différents organes, soit macroscopique qui va donner des infarcissements, des nécroses et des ischémies dans les différents organes, tels que le cerveau où on peut avoir un abcès comme localisation secondaire ou un accident ischémique par embolisation, un AVC, le rein où on peut avoir un abcès rénal ou un infarctus rénal, la rate où on peut avoir un infarctus splénique ou un abcès de la rate, les artères, lorsque la paroi de l'artère est infectée, elle se fragilise, elle se souffle comme une bulle de chewing-gum, on appelle ça un anévrisme mycotique. L'anévrisme mycotique risque de se rompre et exposer le patient à des événements hémorragiques. L'appareil ostéo-articulaire où on peut avoir des ostéoarthrites et des spondylodycites comme localisation secondaire de cette endocardite infectieuse. On arrive en fin de compte à la clinique. Si vous avez suivi depuis quelques minutes, je vous parle de cette infection à l'intérieur du cœur. Donc au final, l'endocardite infectieuse, si on devait la définir autrement qu'en utilisant la définition de William Osler, on la définirait comme une septicémie à point de départ cardiaque avec des localisations secondaires extracardiaques. Septicémie, ça veut dire qu'on doit trouver les signes de septicémie. Donc les signes généraux, c'est la fièvre, l'altération de l'état général avec les 3 A, anorexie, amaigrissement et asthénie. Et puis, splénomégalie et adénopathie. Ce sont les 3 signes, quand on les trouve, c'est une septicémie. Fièvre, altération de l'état général, adénopathie et splénomégalie. Donc c'est une septicémie. Cette septicémie est à point de départ cardiaque. Donc il nous faut des manifestations cardiaques. Un souffle récent ou un souffle qui s'est modifié récemment, une insuffisance cardiaque, une dyspnée, quelque chose qui m'oriente vers l'appareil cardiovasculaire. Et puis des localisations extracardiaques ou des manifestations extracardiaques liées soit à l'embolisation, soit à une localisation secondaire de l'infection ou à des phénomènes immunologiques. Certaines de ces manifestations extracardiaques ont été tellement fréquemment retrouvées et décrites dans l'endocardite infectieuse qu'on leur a donné, on verra tout à l'heure, le grade de critères diagnostiques. On parlera des critères de la Duke University, on leur a donné le grade de critères diagnostiques. On en verra quelques-uns. Donc vous avez l'érythème palmo-plantaire de Janeway, vous avez les hémorragies sous-conjonctivales, sous-inguéales, vous avez le faux panaridosler qu'on peut voir ici, donc qui ne suppure jamais, qui ne donne jamais de pus, c'est plutôt immunologique.
donc le faux panneau d'Osler, et vous avez les taches de Roth qui sont éphémères et qui sont vues au fond de l'œil. Et donc voici certaines de ces manifestations extracardiaques qu'on peut rencontrer dans l'endocardite infectieuse et auxquelles on donne la force ou le grade de critères mineurs de diagnostic de l'endocardite infectieuse. Ensuite, exploration, qu'est-ce qu'on va initier comme examen chez un patient chez qui on suspecte une endocardite infectieuse? L'électrocardiogramme est systématique en cardiologie. Si l'électrocardiogramme est normal, ni il confirme, ni il élimine l'endocardite infectieuse. Il peut plus ou moins orienter le diagnostic s'il montre un bloc auriculoventriculaire complet. Ça nous oriente chez quelqu'un chez qui on suspecte une endocardite infectieuse, ça nous oriente vers un abcès du septum et la localisation de cet abcès a touché exactement les voies de conduction auriculoventriculaire, a bloqué la conduction auriculoventriculaire. Si le BAV n'existe pas, le patient peut avoir une endocardite sans abcès, peut avoir une endocardite avec abcès mais qui n'a pas détruit les voies de conduction, comme il peut ne pas avoir d'endocardite infectieuse. Donc un électro normal n'est pas contributif au diagnostic. Par contre, s'il montre un BAV complet, il me fait penser à ce fameux abcès du septum. L'échographie cardiaque est un des deux examens clés de diagnostic de l'endocardite infectieuse. Au final, on a l'écho-cœur et on a les hémocultures. L'échocardiographie dans ces deux modalités, transthoracique et transœsophagienne, il faut savoir que l'œsophage a des rapports intimes avec le cœur, il frotte quasiment avec le cœur. Dans le passé, quand on faisait des transits œsophagiens pour dépister certaines maladies de l'œsophage, il arrivait de voir une empreinte sur ces œsophages, comme si quelque chose mordait dessus, et c'était au final des oreillettes gauches dilatées dans des valvulopathies mitrales telles qu'un rétrécissement mitral, et cette oreillette gauche qui se dilate comprime partiellement l'œsophage. Et donc il faut savoir que l'œsophage a des rapports très intimes avec l'oreillette gauche, il colle pratiquement à l'oreillette gauche, et le fait de mettre une sonde d'échographie au niveau de l'œsophage, c'est comme si on la mettait immédiatement sur le cœur, ça permet de s'affranchir de la cage thoracique et du poumon, et ça donne des images d'excellente qualité. Et donc, à chaque fois qu'on suspecte une endocardite infectieuse, l'échographie transœsophagienne vient compléter l'échographie transthoracique. Et donc, ces deux examens seront utilisés. Je vais vous montrer des images de ce qu'on peut retrouver dans des cas d'endocardite infectieuse. Les hémocultures sont un des deux examens clés, comme je l'ai dit, du diagnostic de l'endocardite infectieuse. En général, on vous dit qu'il faut faire des hémocultures au pic thermique sous fenêtre antibiotique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas encore démarrer d'antibiothérapie tant qu'on n'a pas fait les prélèvements. Il faudra 2 prélèvements aérobie et anaérobie avec une rigueur d'asepsie, bien sûr, il ne faut pas contaminer vos hémocultures. Et puis, la règle d'or, c'est de les faire au pic thermique. Malheureusement, dans l'endocardite infectieuse, on ne peut pas attendre le pic thermique indéfiniment. Et donc, on fera un premier prélèvement à T0, au moment où on est en contact avec le patient, et puis on se donne 12 heures. Si dans les 12 heures, le patient fait son pic thermique, on fait le deuxième prélèvement. Sinon, à 12 heures, on fait le deuxième prélèvement. Et 12 heures après, on fait le troisième prélèvement. Ça nous fait 24 heures et on démarre l'antibiothérapie. Si l'état du patient nécessite de démarrer plus vite l'antibiothérapie, on fera le schéma accéléré d'1 heure. Donc, on fait un premier prélèvement. 1 heure après, on fait le deuxième prélèvement. 1 heure après, on fait le troisième prélèvement. Et on démarre l'antibiothérapie probabiliste. À côté de ces deux examens clés qui sont l'échographie cardiaque et les hémocultures, vous avez la culture et l'étude anatomopathologique d'une pièce qui provient du cœur du patient, soit parce qu'il a été opéré en urgence, soit parce qu'il est mort dans le cadre d'une autopsie à but scientifique, qui vont révéler l'existence de germes sur la valve ou sur un matériel intracardiaque, le bilan immunologique à la recherche des complexes immuns circulants et du facteur rhumatoïde, et l'étude de la fonction rénale. On verra tout à l'heure que le rein peut être une localisation secondaire de l'endocardite infectieuse. On utilisera des antibiotiques à très forte dose, on parlera de dose septicémique, et à ce moment-là, il faut vérifier la fonction du rein avant d'instaurer l'antibiothérapie qui devra, le cas échéant, être adaptée à la fonction rénale si celle-ci est altérée. Quelques-unes des images, donc là on est en échographie transœsophagienne. Comment on le reconnaît? On a l'oreillette gauche au sommet du cône. Le sommet du cône représente l'endroit où la sonde d'échographie touche le cœur. Et donc si l'oreillette gauche est au sommet du cône, ça veut dire qu'on a posé la sonde d'échographie sur l'oreillette gauche. Et je vous ai parlé du rapport entre l'œsophage et l'oreillette gauche. C'est une imagerie transœsophagienne. On a notre oreillette gauche, notre valve mitrale, et on a l'impression d'avoir une perforation ou un trou, une discontinuité, une solution de continuité sur cette valve mitrale. En plaçant le mode Doppler
Pour rappel, Doppler est un physicien qui étudiait les planètes, etc. Et donc l'idée étant d'envoyer un faisceau dans l'espace et de voir au bout de combien de temps il revient, ça nous permet de connaître le déplacement des différents astres qu'il y a dans l'espace. Ce mode a été utilisé en pratique humaine. Et donc le mode Doppler nous permet d'étudier le déplacement des globules rouges. Pour nous, cardiologues, à l'intérieur du cœur, on peut faire du Doppler dans les différents vaisseaux et organes vascularisés. En mettant le mode Doppler, on voit que les globules rouges traversent cet orifice allant du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Donc c'est une perforation de la valve mitrale. Il s'agit d'une ulcération, c'est un des éléments anatomopathologiques de l'endocardite infectieuse. Ici aussi, on est en échographie transœsophagienne, on voit l'oreillette gauche, la valve mitrale et on voit cette espèce de chou-fleur, de champignon qui est collé sur la valve mitrale. C'est une végétation de la valve mitrale. Ici, un chou-fleur beaucoup plus gros, c'est une énorme végétation collée, sur la valve mitrale. Là, on passe en échographie transthoracique. Donc, vous avez votre ventricule droit, septum, ventricule gauche, oreillette gauche, aorte, valve mitrale et valve aortique. Et là, on remarque ce gros chou-fleur qui est collé sur la valve aortique. C'est une végétation de la valve aortique. Ici aussi, on est en échographie transthoracique. La pointe du cœur est ici. Donc, vous avez le ventricule gauche, le ventricule droit, la valve tricuspide, la valve mitrale, et vous aurez reconnu en dessous l'oreillette droite et l'oreillette gauche, et on a ce gros chou-fleur sur la valve mitrale, c'est une végétation de la valve mitrale. Ici aussi, vous avez votre valve aortique, et vous avez cette végétation sur la valve aortique. Petite image particulière, si j'arrive à débloquer le curseur de ma souris, petite image particulière, donc vous voyez ici l'image d'une végétation sur la valve tricuspide, elle est là la végétation, chez un toxicomane. Dès que vous voyez une endocardite du cœur droit, de la valve tricuspide ou pulmonaire, pensez immédiatement à la toxicomanie IV. C'est les seuls patients qui s'injectent du germe immédiatement dans les veines. Ce germe rencontre immédiatement les valves du cœur droit et infecte immédiatement les valves du cœur droit. Endocardite du cœur droit est égale toxicomanie par voie intraveineuse dans la majorité des cas. On peut faire de l'endocardite sur sonde de pacemaker. Donc voici les sondes de pacemaker qui étaient infectées. Voici ce que ça donnait sur l'image échographique. La sonde, elle est là, et cette image volumineuse d'un thrombus infecté qui touche la paroi du cœur. Donc c'est une endocardite qui a fini par être transmise sur la paroi cardiaque. Donc là, on a vu quelques images échographiques. L'hémoculture, lorsqu'elle est positive, elle vous donne le nom du germe et elle vous donne un antibiogramme. Elle va vous dire que tel antibiotique va être efficace ou inefficace sur votre germe. Et donc, vous n'aurez qu'à piocher dans la liste des antibiotiques auxquels le germe est revenu sensible pour traiter votre patient. Donc, une endocardite, plutôt une hémoculture positive, ne pose pas de problème de prise en charge. La particularité des hémocultures, c'est que souvent, elles sont négatives. Et comment réagir face à une hémoculture négative? On se pose un certain nombre de questions. Est-ce que ce n'est pas plutôt une hémoculture négativée par les antibiotiques? Parce que le patient est allé voir un médecin qui n'a pas pensé à l'endocardite infectieuse, qui a donné une antibiothérapie pensant que c'est une infection banale, et donc si cet antibiotique à dose normale, à dose faible, a réussi à stériliser les hémocultures, il s'agit très probablement d'un germe hautement sensible qui est le streptocoque. Et donc chez ce profil patient, vous adapterez votre antibiothérapie vers le streptocoque et vous allez la prolonger de 2 à 4 semaines de traitement. Vous avez ensuite les hémocultures souvent négatives. Et à ce moment-là, vous allez revenir à ce que j'avais dit tout à l'heure dans l'éventail des germes, les germes du groupe A sec, qui ont une culture lente. Vous allez penser à ces germes-là, adapter votre antibiotique et appeler votre laboratoire pour leur demander de prolonger les cultures en pensant à ce groupe A sec. Vous avez les hémocultures conventionnellement toujours négatives, ça c'est plutôt les germes à culture intracellulaire stricte. Et donc si le labo vous dit malgré que j'ai prolongé les cultures, ça reste négatif, vous devez chercher l'empreinte sérologique de ces germes. Et puis malheureusement, il y a toujours des hémocultures où même si on fait des efforts pour identifier le germe, ces hémocultures restent négatives malgré tous nos efforts et il faudra se contenter d'une antibiothérapie probabiliste. Et ce sont malheureusement des patients qui ont souvent un mauvais pronostic parce qu'on ne gère pas très bien l'infection. Ils auront des délabrements cardiaques et des localisations extracardiaques qui vont faire de l'endocardite infectieuse une pathologie à forte mortalité. Ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir, mais ça veut dire qu'on va très difficilement gérer ces situations.
Ensuite, quel est le bilan complémentaire qu'on va faire à un patient qui a une endocardite infectieuse? Il faut savoir qu'on cherchera une porte d'entrée qui doit être traitée en même temps que l'endocardite infectieuse. On cherchera une localisation secondaire. Il faut faire au moins une imagerie cérébrale, un scanner cérébral et une quelconque imagerie thoraco-abdominale. Le but étant de rechercher les localisations secondaires, mais rechercher surtout les fameux anévrismes mycotiques au niveau des artères. Si ces anévrismes se rompent, ils vont créer des hémorragies cataclysmiques qui vont emporter notre patient rapidement. On réalisera un bilan immunologique et un bilan préopératoire. Ces patients risquent d'être opérés souvent dans des situations d'urgence. Quelques-unes de ces images, donc on va voir sur les diapositives suivantes, quelques-unes de ces localisations extracardiaques. Nos habitudes à nous, c'est de réaliser un body scanner, donc on arrive à discuter avec nos radiologues et à leur faire accepter le fait de réaliser un scanner de la tête aux pieds aux patients qui présentent une suspicion d'endocardite infectieuse. Donc voici quelques-unes de ces localisations secondaires. Sur un scanner cérébral, on a remarqué l'existence d'une lacune à ce niveau-là. En réalisant le temps vasculaire, on remarque qu'il s'agit d'un anévrisme mycotique sur une artère sylvienne liée à la fragilisation de cette sylvienne par l'infection. Voici une angiographie abdominale qui montre un volumineux anévrisme de la bifurcation de l'aorte abdominale pour donner les deux artères iliaques. Vous avez ici une spondylodicite dans le cadre d'une endocardite infectieuse. Vous avez ici un abcès au niveau de la rate et vous avez ici un abcès au niveau du rein dans le cadre de ces fameuses localisations d'endocardite infectieuse. Voici globalement ce qu'on recherche comme atteinte extracardiaque. Et donc le body scanner nous permet d'identifier la majorité de ces localisations, qu'elles soient micro ou macroscopiques, absédation, infarcissement, etc. Pour arriver en fin de compte aux critères diagnostiques, on parlera des critères de la Duke University. Il faut savoir qu'on identifie 3 niveaux d'endocardite infectieuse. On a l'endocardite certaine, l'endocardite possible et l'endocardite exclue. On commencera d'abord par l'endocardite exclue. On exclut le diagnostic d'endocardite à chaque fois qu'il y a un diagnostic différentiel qui m'explique les manifestations qui m'ont fait suspecter ce diagnostic. Je m'explique. On a un patient qui a une valvulopathie préexistante, qui fait une fièvre. Premier diagnostic qui nous vient à l'esprit, endocardite infectieuse. Il nous dit qu'il a des douleurs lombaires. On se dit c'est peut-être une endocardite infectieuse avec une localisation secondaire au niveau du rein. Et puis on lui réalise une échographie. On nous répond qu'il s'agit d'une pyélonéphrite. On est tranquille, la pyélonéphrite explique les douleurs, explique la fièvre. C'est un diagnostic différentiel qui explique l'ensemble des manifestations. Il s'agit au final d'une banale pyélonéphrite chez un cardiopathe qui doit être prise en charge sérieusement, mais ce n'est pas une endocardite infectieuse. Le diagnostic sera aussi exclu, soit parce que la fièvre ou ces fameuses manifestations qui ont fait suspecter l'endocardite ont disparu en moins de 4 jours d'antibiothérapie. On estime que l'endocardite est une infection tellement sévère qu'il faut plus de 4 jours pour en arriver à bout. Donc si votre patient va très bien en moins de 4 jours d'antibiothérapie, ce n'est pas une endocardite infectieuse. Cherchez plutôt un autre diagnostic que l'endocardite infectieuse. L'endocardite est dite certaine, soit parce qu'on a une pièce qui provient du cœur du patient qui montre à l'examen direct ou à la culture du germe. Donc il s'agit d'un germe retrouvé sur une pièce qui était dans le cœur du patient, c'est une endocardite certaine, ou bien en se basant sur les critères cliniques que je vais vous montrer tout de suite, en recherchant l'existence de 2 critères majeurs, un critère majeur et 3 mineurs, ou des 5 critères mineurs à la fois. Ces critères sont là, donc comme critère majeur, vous avez les hémocultures positives et l'échographie qui va montrer ulcération, végétation, des insertions de prothèses. Les critères mineurs, vous avez la fièvre, la prédisposition, les manifestations immunologiques comme le facteur rhumatoïde, les complexes immuns circulants, l'insuffisance rénale, le faux panaride oculaire, les taches de Roth. Les manifestations vasculaires, ce sont les accidents emboliques, cérébraux, pulmonaires, systémiques, le purpurat de Genome, les hémorragies conjonctivales, les anévrismes mycotiques, etc. Et puis les critères majeurs, l'écho ou l'hémoculture, qui n'a pas la force de critère majeur. Ça sous-entend que j'ai une image échographique, ce n'est pas une végétation, ce n'est pas une ulcération, ce n'est pas non plus une écho normale, je vais lui donner la force de critère mineur. J'ai un germe, mais ce n'est pas le germe classique que j'ai l'habitude de retrouver dans les hémocultures, ou bien c'est une seule hémoculture isolée qui est positive alors que le prélèvement suivant est négatif. Je ne sais pas quoi en faire, je ne peux pas la négliger, je vais la mettre comme critère mineur. Je la dégrade, je lui enlève de sa force. Elle ne sera plus majeure parce qu'elle ne répond pas aux critères qui sont écrits ici. On lui donnera la force de critère mineur.
Donc on retiendra l'endocardite avec certitude, soit parce qu'on a les deux critères majeurs à la fois, soit parce qu'on a les 5 critères mineurs à la fois, soit parce qu'on a un majeur et 3 mineurs ensemble pour retenir le diagnostic d'endocardite avec certitude. Ailleurs, on parlera, si on n'arrive ni à la confirmer avec certitude ni à l'exclure, on parlera d'endocardite possible. L'endocardite possible se traite exactement comme l'endocardite certaine, donc il faut une antibiothérapie, il faut hospitaliser le patient, etc. La seule particularité, c'est qu'il faudra s'acharner pour confirmer le diagnostic en cherchant d'autres critères, ou bien pour éliminer le diagnostic en cherchant un diagnostic différentiel ou cette fameuse accalmie de la fièvre ou des signes cliniques en moins de 4 jours d'antibiothérapie. Les complications, donc on les a vues en anatomopathologie, ce sont les complications cardiaques, l'insuffisance cardiaque, le choc cardiogénique, l'infarctus du myocarde par embolisation dans les coronaires, l'abcès, les troubles du rythme de la conduction, et les complications extracardiaques liées à la dissémination microscopique, donc absédation, ou macroscopique, donc infarcissement, au niveau des différents organes, cerveau, rein, rate, artère, appareil ostéo-articulaire, etc. Comment on prend en charge un patient qui a une endocardite infectieuse? Donc il faut savoir que si le patient est sous anticoagulant, il faut les arrêter jusqu'à ce qu'on ait éliminé des anévrismes mycotiques qui risquent de se rompre. Il faut éviter d'injecter tout et n'importe quoi et réserver la voie d'abord à l'injection des antibiotiques. Il faut surveiller rigoureusement la température du patient, en milieu hospitalier bien sûr, vérifier son état hémodynamique, vérifier son examen neurologique, l'imagerie cardiaque et extracardiaque de façon régulière, à la recherche d'une aggravation, à la recherche d'une localisation secondaire, etc. Ensuite, la règle d'or, c'est une infection, donc il faut une antibiothérapie. Il faudra une double, voire triple antibiothérapie bactéricide. Aux doses septicémiques, il faut saturer le sang en antibiotiques, toujours par voie intraveineuse. Il y a quelques particularités quand c'est un germe à basse résistance, très sensible, on donne 1 à 2 semaines de traitement injectable et puis on peut continuer par voie orale, mais c'est exceptionnel. Retenez pour vous que c'est un traitement injectable, à très forte dose, ça je l'ai dit. Il faut respecter la demi-vie de l'antibiotique et réinjecter l'antibiotique selon la demi-vie, selon sa persistance dans le sang. Au minimum, ça sera 2 semaines de traitement. En moyenne, c'est 4 semaines. Ça peut aller jusqu'à 6 à 8 semaines selon le germe et selon la situation, s'il s'agit d'une prothèse, s'il s'agit d'une valve native, etc. En attendant les hémocultures, vous êtes en droit de démarrer une antibiothérapie probabiliste. Lorsque c'est une valve native, on pense que c'est plutôt le streptocoque. On démarre à pénigée ou amoxicilline associée à la gentamicine. Si c'est une prothèse tardive implantée depuis plus d'1 année, c'est tous les germes communautaires, donc vancomycine, gentamicine. Si ça ne donne rien, on rajoutera une céphalosporine, la céphalexine. Si c'est une prothèse précoce implantée depuis moins d'1 année, on pense plutôt à des germes hospitaliers nosocomiaux hautement résistants. On mettra d'emblée une trithérapie, vancomycine, gentamicine et rifamycine. Dans les recommandations européennes de 2015, on vous propose beaucoup d'alternatives selon la résistance, selon l'existence ou non d'une allergie par rapport à ces antibiotiques. Et je vous renvoie donc aux recommandations si vous voulez plus de détails. Et vous aurez les différents schémas et les dosages septicémiques, etc. qui doivent bien sûr être adaptés à la fonction rénale. Pourquoi on utilise les doses septicémiques? Il faut retenir une chose, la végétation n'est pas vascularisée, donc l'antibiotique ne persiste pas à côté de la végétation. Il faut que chaque goutte de sang qui rentre dans le cœur soit suffisamment saturée en antibiotiques pour tuer le germe. C'est un combat ininterrompu contre les germes qui sont à l'intérieur des cavités cardiaques. Ensuite, le traitement chirurgical, je ne parle pas de la chirurgie à froid. On estime que dans plus de 90% des cas, à la fin du traitement antibiotique, il y a une guérison complète avec restitution ad integrum. Seul moins de 10%, selon les études, vous trouverez 4 à 7% de patients qui garderont un délabrement cardiaque qui nécessitera une chirurgie. Donc je ne parle pas de ça, mais je parle plutôt de chirurgie à chaud, pendant l'infection. Dans les recommandations européennes de 2015, ces indications à chaud doivent être discutées au cas par cas. Donc vous aurez 3 situations où vous êtes amené à opérer votre patient avant la guérison de l'infection. Vous aurez soit des indications hémodynamiques, lorsque le délabrement des valves est tellement important qu'il existe une insuffisance cardiaque réfractaire au traitement, diurétique et IEC, à ce moment-là, il faudra aller opérer la valve et la réparer mécaniquement. Les indications infectieuses,
tels que les abcès et les fistules, l'abcès n'étant pas vascularisé ni en contact avec le sang qui rentre dans la cavité cardiaque, le seul moyen de l'enlever est chirurgical. La persistance de la fièvre malgré 7 à 10 jours d'une antibiothérapie correctement conduite, donc guidée par un antibiogramme et injectée à intervalles réguliers, c'est-à-dire que vous avez respecté l'intervalle et tout, mais la fièvre persiste. Les champignons et les germes multirésistants, vous avez un antibiogramme qui vous dit le germe est résistant à tout, vous n'avez aucun moyen de traiter si ce n'est enlever chirurgicalement l'infection. Et vous avez par la suite les infections, les indications plutôt, excusez-moi, emboliques, à chaque fois que vous avez une végétation supérieure à 15 mm qui n'a pas encore embolisé ou supérieure à 10 mm qui a déjà donné un accident embolique tel qu'un AVC, etc. À ce moment-là, le risque de récidive est tellement important qu'on opérera ces patients avant même la gestion correcte de l'infection, avant même que l'infection ne soit contrôlée, avant même la fin du traitement antibiotique. Pour arriver au final, à la dernière diapositive du cours, qui est la prophylaxie, donc vous avez vu c'est quoi l'endocardite, vous avez vu les dégâts que ça peut provoquer, vous avez vu la souffrance du patient et du personnel soignant. Tout ceci peut être évité. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une situation où les patients à risque, on les connaît. Les situations à risque, on les connaît. Et donc, ces patients, on peut leur prévenir cette endocardite infectieuse. L'antibioprophylaxie est indiquée chez tous les patients à risque qui doivent subir un geste à risque. Les patients à risque, c'est le tableau au risque et risque intermédiaire qu'on avait vu au départ. Les gestes à risque, c'est les fameuses portes d'entrée. Tout en rappelant qu'il y a une différence entre les recommandations européennes et ce qui se passe dans nos pays en voie de développement par rapport aux portes d'entrée. Donc à chaque fois que votre patient est exposé à une des 5 portes d'entrée, il lui faut une antibioprophylaxie. En Europe, seule la porte d'entrée bucco-dentaire est considérée comme porte d'entrée d'endocardite infectieuse. Dans nos pays, on préfère considérer les 5 portes d'entrée. Nous n'avons pas de statistiques réelles pour parler de ces portes d'entrée et on préfère, vu la dangerosité de l'endocardite infectieuse, considérer ces 5 portes d'entrée. En plus, il faudra vérifier l'hygiène bucco-dentaire de ces patients de façon rigoureuse. Brossage des dents 2 fois par jour et visite chez le dentiste biannuelle. Chaque 6 mois, bonjour monsieur le dentiste, je viens faire vérifier mes dents, je suis valvulopathe et mon cardiologue m'a dit que j'avais un risque d'endocardite. Le dentiste, même si c'est pour dire ouvrez la bouche, tout va bien, parfait, il fera son job. S'il doit faire une panoramique, c'est à lui de nous éliminer une localisation infectieuse au niveau de la bouche parce que la porte d'entrée bucco-dentaire reste la porte d'entrée principale de l'endocardite infectieuse. Si le patient est exposé à un geste à risque, on lui proposera 2 à 3 grammes d'amoxicilline, 1 heure par exemple, avant les soins dentaires. Et vous avez le tableau qui est ici, tiré des recommandations européennes, qui vous parle de cette fameuse amoxicilline 30 à 60 minutes avant le geste présumé infectant et qui vous parle de la clindamycine en cas d'allergie à la pénicilline ou au noyau bêta-lactamine. Et donc, vous avez les dosages qui sont présents sur le tableau. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à l'endocardite infectieuse. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous revoir rapidement. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poster vos commentaires sur la diapositive, vos questions, etc. Et j'essaierai de vous organiser une séance live pour le groupe actuel de cardiologie par rapport au cours de l'endocardite infectieuse. Vous pourrez poser vos questions soit en commentaire avant le live, soit pendant le live, je vous mettrai la date et l'heure du live et on essaiera de parler un petit peu de tout ça. Vous poserez vos questions et je me ferai vraiment un plaisir de répondre à ça. Encore une fois, en cette période de Covid, faites attention à vous, prenez soin de vos parents. On essaie vraiment d'être présent pour vous et on essaye de faire en sorte que l'enseignement continue. Chacun fait ce qu'il peut de son côté, enfin chacun fait ce qu'il faut avec les moyens qu'il a. Et je vous l'ai déjà dit, votre rôle c'est de faire vos études de médecine, réussir vos études de médecine, vous êtes les médecins de demain. Bon courage, Rabbi Oufarkom Inch'Allah et à très très bientôt. Au revoir.